Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission de Talk sur Echo 237, la chaîne de valeur. La pression exercée par le collectif d'intellectuels patriotes camerounais peut-elle avoir des effets escomptés? Dans une seconde tribune, cette élite intellectuelle dénonce l'engagement du président sortant à briguer un nouveau mandat à la tête de l'État. Dans ce contexte de tension préélectorale, que peuvent les candidats de l'opposition retenus pour compétir à cette échéance électorale après la mise à l'écart de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel, à la suite d'une décision qui est restée en travers de la gorge des sympathisants et militants de celui qui est présenté comme le principal opposant du système au pouvoir. Ce qui a sans doute fait dire au philosophe politologue Achille Bembe qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun, faisant allusion au traitement qui a souvent été administré au leader du MRC et ses militants depuis la dernière élection présidentielle de 2018. Dans ce fourre-tout, que peut Michel Ndoki avec son projet Les Bâtisseurs de la Nation, une initiative engagée pour renforcer la surveillance du vote le 12 octobre prochain? Toutes ces préoccupations et bien d'autres seront analysées avec notre invité qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau ce jour. Il s'agit de Michel Ndoki, avocate au barreau du Cameroun et femme politique. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après ce générique avec notre invité. Une fois de plus, bienvenue à votre émission de Talk sur Echo 237. Nous avons l'honneur, je l'ai dit, de recevoir dans ce studio Maître Michel Ndoki. C'est un honneur justement de l'accueillir. Maître Michel Ndoki, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à vous, merci de m'accueillir parmi vous. Voilà, c'est un honneur justement d'avoir accepté de répondre à nos questions chez Echo 237 dans cette autre édition de Talk. J'espère que vous allez bien. Vous êtes enfant au Cameroun, c'est vrai on vous a vu un peu partout ces derniers temps. Tout à fait, un peu partout au Cameroun surtout. Je suis depuis le début de l'année au moins en tournée dans les 10 régions du pays. Jusqu'ici, j'en ai parcouru 9. À la fin de cette semaine, j'espère être avec nos compatriotes de l'Est pour les bâtisseurs de la nation. Donc oui, c'est vrai, je ne suis pas très souvent à Douala. Voilà, on va entrer directement dans le vif du sujet. Vous avez récemment publié, aux côtés d'autres intellectuels camerounais, une tribune pour dénoncer l'engagement de Paul Biya à briguer un 8e mandat à la tête de l'État du Cameroun. Est-ce que vous pensez réellement que votre message sera entendu, aura des effets escomptés? Alors, d'abord, nous avons appelé le président de la République à ne pas se représenter. D'après le témoignage que nous avons eu du public, cet appel n'a pas été entendu, puisque quelques jours après cette première tribune, il nous a été annoncé par un message sur X que Monsieur Paul Biya entendait à nouveau solliciter la confiance des Camerounais pour un mandat à la tête de l'État. Nous avons pris acte, donc il n'est plus question de nous demander si le message sera entendu ou pas. Nous savons qu'il a été entendu, qu'il avait été entendu en son temps. Il n'a pas été suivi des faits, mais c'est la liberté des uns et des autres de réagir comme ils le souhaitent à l'appel que nous leur avons adressé comme nous le souhaitions. Est-ce que vous pensez qu'il peut vous surprendre en renonçant à une candidature, c'est-à-dire à briguer un nouveau mandat? Je ne pense pas et je ne crois pas que ce soit notre rôle de spéculer sur ce genre de choses. Ça induit cette idée que nous sommes suspendus à ses lèvres. C'est lui qui est suspendu aux nôtres. C'est nous qui sommes appelés à dire si oui ou non nous voulons lui renouveler notre confiance cette année. Et donc, c'est lui qui est suspendu à nos lèvres, pas l'inverse. Nous ne sommes pas autrement préoccupés par ce qu'il décide ou ce qu'il ne décide pas de faire. Nous sommes préoccupés par la situation de notre pays.
Nous sommes préoccupés par les perspectives de plus en plus limitées offertes à nos enfants. Nous sommes préoccupés par la situation sécuritaire dans les régions anglophones. J'étais encore à Bamenda la semaine dernière dans le cadre de cette tournée que je fais dans le Cameroun. Les gens vous paraissent vivre normalement. J'ai pu rencontrer des compatriotes, on s'est assis quelque part, on a discuté du projet des bâtisseurs de la nation sur lequel nous allons revenir. Et quand je leur ai demandé comment ça allait, ils m'ont dit, ben, vous voyez, là, tout est calme, mais à n'importe quel moment, ça peut changer. Nous pouvons être en train de discuter tranquillement ici, alors qu'à 30 mètres de nous, quelqu'un est en train de se faire agresser ou tuer. Vous pouvez avoir une vie normale pendant toute la journée, toute la soirée, puis tout d'un coup, vous entendez des cris, et ça n'a pas manqué. Alors que j'étais couchée ce soir-là, vers 19h, 19h30, nous avions eu une journée tout à fait normale, où on avait parcouru différentes zones de la ville, on est allé manger quelque part, etc. À 19h, 19h30, je suis dans ma chambre, et tout d'un coup, on entend des cris, et puis des coups de feu. C'est le quotidien des habitants de Bamenda. Donc, ils vivent dans une zone où l'insécurité est criarde, une zone affectés par des conflits armés. Ils ne sont pas les seuls. Vous avez ce type de problème. J'ai été à l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa. Vous avez ce type de problème dans l'extrême nord. Dans la Damawa, vous avez certains endroits où on évite d'aller parce qu'on a peur des enlèvements. Vous avez des régions où on ne part pas autrement qu'en convoi militarisé. Donc, voilà les problèmes qui sont les autres. Ajouter à tout cela le mauvais état de la route et les autres problèmes. Le mauvais état des routes, l'absence totale de prise en charge sérieuse des catastrophes naturelles un peu partout dans le pays. Donc, voici quelles sont les choses qui préoccupent les Camerounais. Ça ne préoccupe pas les Camerounais de savoir si tel ou tel candidat, parce que c'est valable pour celui qui est président de la République aujourd'hui, c'est valable pour tous les autres. C'est pas ça qui nous préoccupe de savoir si telle ou telle personne veut être candidat, veut être chef de l'État ou pas. Ce qui nous préoccupe, c'est de savoir, parmi les offres politiques qui sont à notre disposition, quelle est l'offre la meilleure pour les Camerounais et comment nous allons faire pour d'abord nous assurer que, en tant qu'électeurs, les 8 millions et quelques qu'on reconnaît comme des électeurs vont se prononcer sur cette question. On reviendra justement sur l'initiative Les bâtisseurs de la nation. Alors là, je suis encore en train de parler de l'attitude des Camerounais. Donc oui, on va revenir sur les bâtisseurs. Mais ce qui est important, je tiens à le dire, c'est que ces 8 millions de personnes à qui on a reconnu le statut d'électeurs se prononcent, répondent à cette question le 12 octobre prochain. Et deuxièmement, que leur volonté ne soit pas travestie par des manipulations, des résultats, comme on a pu le voir en 2018. Et vous estimez par là que, je vais dire dans la tribune publiée par le collectif des intellectuels patriotes, vous laissez entendre effectivement que le chef de l'État, regarde son âge, 92 ans, est quand même assez vieux, et au regard aussi de sa longévité, la longévité au pouvoir, est-ce qu'il a encore les atouts de pouvoir, ou alors je veux dire les aptitudes de pouvoir gérer? Alors, je ne crois pas que nous ayons laissé entendre qu'il était quand même assez âgé. Je crois que c'est un fait, que nous ne sommes même pas revenus dessus. Est-ce que nous pensons que les aptitudes à gérer sont liées à l'âge? Oui, et c'est clair que quand on a 93 ans et qu'on est obligé de dormir plus de 10 heures ou 15 heures par jour, bah, on n'est pas aussi efficace que quand on en a 40. Comme on voit dans d'autres États, et que pour prendre un exemple qui m'a fait sourire dernièrement, on peut atterrir dans un stade où on tient un meeting en parachute. C'est clair que la forme physique est importante, mais c'est important aussi de dire que lorsque nous faisons le bilan de 43 ans de magistrature, on n'est pas en train de faire le bilan d'un chef d'État aujourd'hui âgé. On est en train de faire le bilan de son action sur les 43 ans qui viennent de s'écouler, y compris donc sur les années où il était jeune. Et ce que j'ai toujours dit personnellement, c'est que le reproche qui me paraît devoir être fait à Paul Biya n'est pas d'être âgé ou d'être là depuis longtemps.
Le reproche, c'est qu'il est incompétent. Il est incapable d'assumer ses fonctions de manière satisfaisante. Il est incapable. Toutes les décisions, tous les projets dans lesquels il s'est engagé, où il a engagé les fonds des Camerounais, il ne les a pas délivrés à temps. Il les a délivrés quand il les a finis par les délivrer. Ces projets n'ont pas duré. Regardez dans quel état est le pont du Vouri aujourd'hui. Tous les engagements qu'il avait pris en ce qui concerne, par exemple, le progrès économique, etc. Il disait il nous faut 7% de croissance en moyenne pour que nous soyons émergents en 2035. Déjà, il se donnait, comme m'a dit notre aîné Alice Nkom, un rendez-vous. Il donnait au Camerounais un rendez-vous pour un moment où il ne sera plus vivant. Mais surtout, les 7%, on ne les a pas vus. Vous voyez, donc, c'est cette incompétence qui fait qu'il n'est pas à sa place comme chef de l'État. Ce n'est ni son âge, ni le temps qu'il a passé là. Et je crois que ce qui est important de dire pour les élections à venir, c'est que nous sommes à la recherche d'un candidat, d'un compatriote, d'un chef de l'État qui sache faire son travail, qui sache faire ce qu'on attend de lui en tant que chef de l'État. Et c'est sur ces critères-là que nous devons choisir. Maintenant, s'il fallait questionner la longévité du chef de l'État en poste, il y a des raisons qui sont évoquées de cette longévité comme étant la faute justement aux leaders de l'opposition, une opposition incapable justement de proposer une véritable alternative, c'est-à-dire un bon projet aux Camerounais pour qu'on ait véritablement l'alternance à la tête de l'État, d'où le qualificatif qui a été attribué à cette opposition par François Soudan de Jeune Afrique Économie Légalité de Publication, qui estimait que le Cameroun a l'opposition la plus bête d'Afrique. Je ne sais pas qui est ce monsieur et quelles sont ses compétences dans le domaine de la gestion d'un pays ou même dans le domaine de l'appréciation de l'intelligence des êtres humains. Mais bon, personnellement, j'ai pas envie de gratifier ces commentaires de commentaires. Mais est-ce que l'opposition ne devrait pas s'interroger quand même sur l'action qui est menée par elle? Elle n'a pas besoin d'un Soudan ou de je ne sais pas qui d'autre pour s'interroger, l'opposition. D'abord, je voudrais réagir par rapport à ce vocable. Je suis de plus en plus excédée quand j'entends que l'on parle de leader politique en généralisant, en disant l'opposition. Ce n'est pas un panier dans lequel tout le monde doit se ressembler, où les gens sont interchangeables. Ça ne renvoie à aucune réalité, le mot l'opposition. Ça n'est utilisé par le régime que pour perpétuer l'idée qu'il y a ceux qui sont pour eux et ceux qui sont contre eux. Les personnes qui décident qui doit diriger une communauté dans une république, ce sont les citoyens de cette république. D'accord? Tout à fait. C'est à nous de décider. Et si nous avons le choix entre 10 offres politiques, ou 12, ou 15, eh bien, c'est mieux que si nous n'avons le choix qu'entre 2. Tout à fait. D'accord? Je prends souvent l'exemple, depuis que nous avons cette conversation, du 400 mètres haies. Vous avez des compétitions, des Jeux olympiques tous les 4 ans. Tous les 4 ans, vous allez avoir des gens qui seront en concurrence avec des records du monde. Il y a des périodes de notre vie où nous avons vu quelqu'un qui était un record imbattu pendant je ne sais combien de compétitions compétitives. Pour autant, on n'est pas venu à une finale de 400 mètres haies dire à 11 compétiteurs, c'est pas la peine que vous essayez de le battre. Ça fait 4 fois qu'il est champion et il détient le record du monde. Quand on regarde vos résultats sur toute l'année, vous n'avez pas atteint ce niveau, donc laissez tomber, laissez qu'on lui donne une fois la médaille d'or. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On remet les gens en compétition. Eh bien, pour devenir chef de l'État dans notre pays, nous voulons mettre les gens en compétition. Nous ne voulons pas que des étrangers ou des tricheurs qui ne sont pas sûrs d'eux à l'intérieur de notre pays viennent nous dire qu'il faut que certains déclarent forfait pour que les Camerounais sachent comment choisir. Nous ne sommes pas suffisamment bêtes pour ne pas être capables de distinguer entre 11 offres politiques, parce que pour moi, celle du président de la République ne compte pas, il ne l'a même pas faite lui-même, on ne l'a ni vu ni entendu depuis soi-disant
qu'il est candidat à la On l'a vu présidence. récemment, hein, on l'a vu recevoir Oui, l'ambassadeur nous, on sortant l'a pas vu. en France. Peut-être qu'il Ouais. est occupé avec l'ambassadeur de France, mais nous, on ne l'a pas vu. Or, c'est nous qui devons choisir demain qui sera notre président de la République. Alors, si nous ne l'intéressons pas suffisamment pour qu'il se présente à nous, ou s'il se cache parce qu'il ne veut pas que l'on voit qu'il n'est pas capable d'exercer cette fonction, nous l'avions vu avant, mais bon, que ça n'a pas changé, libre à lui, nous respectons. Pour nous donc, il y a 11 candidats et nous sommes parfaitement capables, parmi 11 personnes, de dire voici celui qui nous paraît avoir l'offre politique la plus sérieuse. OK. Parlons justement de ces candidats. Ils sont 11, vous l'aviez dit, candidats de l'opposition, dont les candidatures ont été retenues pour le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Une élection qui se fera sans Maurice Kamto, qui est présenté comme l'un des principaux opposants du système au pouvoir. Quelle analyse, Sommet, faites-vous justement de ces candidats, c'est-à-dire avec l'absence de Kamto? Je crois que ce pays a une longue histoire derrière et une longue histoire devant à créer, et que nous devons prendre l'habitude, comme beaucoup d'autres pays, de ne pas lier la destinée de ce pays à un individu ou à un autre. Les 43 ans que nous venons de passer nous ont montré les limites de s'en remettre à une seule personne par action ou par omission. Parce que, à mon avis, si le président de la République actuelle s'appelle encore Paul Biya, c'est à cause des Camerounais. C'est parce que les Camerounais n'ont pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire aller exprimer leur opinion, pour qu'on ait quelqu'un de mieux. Tout à fait. Eh bien, cette manière de nous en référer à une seule personne nous a mis dans la situation que tout le monde voit aujourd'hui. J'espère que nos compatriotes ont compris qu'il ne faut plus refaire la même erreur. Nous avons eu un président de la République, le premier président de la République de ce pays, qui, à 52 ans, a dit « Je ne peux plus continuer d'assumer ces fonctions, je me retire ». Ça veut dire qu'il a imprimé un état d'esprit qui est que personne n'est indispensable, personne n'est appelé à être là pour l'éternité, et c'est un poste auquel il faut des personnes capables et compétentes, certes, mais c'est un poste où on trouvera toujours des personnes capables et compétentes. Et je crois que dans l'offre politique qu'il est à la disposition des Camerounais aujourd'hui, il y a des personnes capables et compétentes, des personnes à même de relever les défis qui sont les défis du Cameroun aujourd'hui, principalement des défis sécuritaires, des défis de qualité des institutions, si je veux résumer en 2 points. Donc, ces personnes-là, elles sont toujours en lice. Je pense que les Camerounais peuvent les identifier et que le 12 octobre, la majorité d'entre eux décidera en faveur de cette personne et que nous pourrons aller de l'avant. Bon, c'est vrai qu'il y a tellement de polémiques autour justement du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Dans une interview accordée sur RFI, en rapport avec le rejet de cette candidature, Achille Bembe, qui est un philosophe et puis politologue également connu, a laissé entendre qu'il y a un problème bamileke au Cameroun et qu'une solution devrait être trouvée dans l'urgence. Quelle appréciation faites-vous justement du délai sorti? Parce qu'il a fait un rapport avec... J'aimerais bien que ce monsieur nous explique quelle est la solution que lui, il a trouvée. Comme il est un expert, je sais que c'est une personne extrêmement titrée, extrêmement compétente et extrêmement instruite. C'est un érudit, c'est un des fleurons de ce pays et une des personnes dont on peut être fier. Ça lui donne l'autorité pour nous dire à nous, Camerounais, depuis, je ne sais plus, l'Afrique du Sud, la France, où il vit aujourd'hui, ça lui donne l'autorité pour dire à 30 millions de Camerounais ce qu'ils pensent de certains de leurs compatriotes, soit. Personnellement, et je ne crois que je ne suis pas la seule dans ce cas, j'ai des problèmes plus sérieux, comme je vous ai dit. Je pense que nos problèmes sont concrets et palpables et visibles. Quand on vient nous dire que nous avons des problèmes de mentalité, nous avons des problèmes d'état d'esprit et qu'on fait des liens entre une candidature, une décision qui a été prise au Conseil constitutionnel et l'ensemble des Camerounais, je dis passons, parce que fondamentalement, nous, les Camerounais, ne sommes pas dupes. D'accord?
Nous savons exactement qui nous sommes les uns pour les autres. Nous savons exactement comment est-ce que nous vivons les uns avec les autres et nous savons euh, qui sont nos adversaires, qui sont les leaders politiques qui méritent notre respect et notre estime et quelles sont les responsabilités que nous devons prendre pour améliorer la situation de notre pays. Nous n'allons pas nous laisser embarquer dans des considérations destructives et destructrices pour je ne sais pas, peut-être nourrir l'ego ou soigner les frustrations de quelques-uns. Nous allons rester concentrés et construire cette nation. Donc, à vous entendre parler, vous avez vous-même été au Conseil constitutionnel. Vous avez été constitué, je pense, dans la défense de Maître Akirmouna. Complètement, oui. Lors pour la requête qu'il a déposée concernant la candidature du président Paul Biya, d'ailleurs une requête qui a été jugée non fondée. Est-ce que, au regard justement de l'appréciation alors du travail que fait le Conseil constitutionnel, on peut dire qu'on va à cette élection-là de manière sincère, avec une institution qui va véritablement dire le droit? Je pense que le Conseil constitutionnel est le Conseil constitutionnel que nous avons toujours connu. Je pense que nous ne le découvrons pas en 2025. Je pense que ce que nous devons découvrir, c'est la capacité des Camerounais à prendre leurs responsabilités et à cesser de pleurer. Alors aujourd'hui, on pleure parce que tel leader politique n'est pas en lice. Demain, on pleure parce que le Conseil constitutionnel n'est pas suffisamment indépendant. Après, demain, on pleure parce que les routes n'étaient pas assez bonnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réunir entre acteurs de la société civile pour superviser nous-mêmes le processus électoral et vous avez des personnes qui pleurent parce qu'on ne leur a pas dit si on allait leur donner de l'eau et des sandwichs pendant la journée. Il faut qu'on arrête. Je crois dans un Cameroun où les gens ne sont plus des victimes perpétuelles et éternelles. Je crois dans un Cameroun où on lève la tête, on est fier. On est fier de ce que l'on arrive à faire chaque jour dans des conditions d'hostilité extrême. Une des choses qui caractérise, monsieur, les Camerounais, quand ils sortent d'ici, c'est que ils disent partout, devant n'importe quelle épreuve. J'ai entendu des gens dire ça de partout, depuis tous les coins de la terre. Ils disent une phrase simple, je suis Camerounais, je viens du Cameroun. Et quand ils disent ça, ils vous disent quelles sont les difficultés qu'ils ont pu surmonter, quels sont les défis qu'ils ont affrontés avec succès, quelles sont les victoires qu'ils ont conquises. Et ils vous disent, à vous qui venez leur poser des problèmes sur les autres parties de la terre, vous êtes des petits joueurs. On ne peut pas être cette grâce de vainqueur et pleurnicher pour ci, pour ça, tous les jours. Nous avons, nous, les bâtisseurs de la nation, décidé que nous allons annoncer au monde qui les Camerounais ont choisi comme président de la République le 12 octobre 2025. Nous attendons des autres, ceux qui n'ont pas encore rejoint le mouvement, qu'ils aillent exprimer cette voix. Nous devons avoir un taux de participation record cette année. Nous vous faisons confiance pour choisir de manière lucide et de manière avisée, d'accord, parce qu'on connaît nos capacités de discernement. Et nous voulons avoir votre confiance pour protéger la décision que vous allez prendre. Le reste, c'est du détail. Avant de revenir justement de poursuivre avec les bâtisseurs, votre initiative, je vais insister sur cette question qui est certainement l'une des questions que les téléspectateurs qui nous regardent souhaitent que je vous pose, ils souhaiteraient que je revienne sur cette question-là. Tout le monde a vu ce qui s'est passé lors du contentieux préélectoral concernant le rejet de la candidature du professeur Moïse Kamto par Elecam. Le cas estime que le droit n'a pas été dit, qu'il s'agit plutôt d'une décision de justice, politique de la part du Conseil constitutionnel. On a vu un président de parti politique. En fait, on a vu sur le site du MINAT où le nom d'un président de parti politique a été remplacé par un autre. Comment vous avez apprécié tout cela? Alors, je ne sais pas si je dois répondre en tant que avocate.
ou si je Voilà. dois répondre en tant que leader politique, parce que l'angle n'est pas exactement le même. Je vais commencer en tant En tant que leader politique, oui, bon, les deux. L'angle n'est pas exactement le même, mais je vais commencer en tant qu'avocat. Il n'appartient pas au MENAT de dire qui est ou qui n'est pas dirigeant d'une formation politique. D'accord? Donc, la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, la décision qui a été prise par ELECAM doit être prise sur des critères juridiques précis. Un candidat est investi. Le reproche qui a été fait dans ce dossier aux candidats, c'est qu'ils étaient plusieurs à être investis par la même formation politique. La question est, est-ce qu'ils ont tous été légitimement investis par cette formation politique? C'est ce que nous avons vu avec l'UPC. Bon, je n'ai pas entendu les divers candidats pour le compte de l'UPC se plaindre que leur candidature a été rejetée. Peut-être que ça n'a pas attiré autant d'attention, je ne sais pas pourquoi, mais je ne les ai pas entendus. Alors, s'il y a eu plusieurs investitures légitimes d'un parti, je ne sais pas, moi, qui était légitime pour investir ou ne pas investir. Pour vous donner mon opinion dessus, il faudrait que j'ai consulté les statuts, les différentes décisions qui ont été prises pour nommer des dirigeants et que je vois d'ailleurs le dossier pour savoir qui a investi tel ou tel candidat. Ça, c'est sur le plan juridique. Tout à fait. Et sur le plan juridique, parce que je suis républicaine, je vous dirais, comme le professeur Kamto a eu l'occasion de le dire par le passé d'ailleurs, qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel a pris une décision, on en prend acte et on avance. C'est une décision qui s'est appuyée sur le droit. Ça, c'est mon avis. En tant que je viens de vous expliquer sur le plan du droit que pour pouvoir donner une opinion en droit, on ne donne pas une opinion sur un ensemble de rumeurs et certainement pas sur vos affirmations, mais sur un dossier. Tout à fait. Donc, en tout cas, en tant que juriste, ce que je peux dire, c'est que je peux, en tant qu'avocat, avoir une opinion. Je me soumets à la décision du juge. C'est comme ça que ça fonctionne. Je peux ne pas estimer que la décision est juste. Quand il y a des voies de recours, je les exerce. Il y a un moment où une autorité me dit, j'ai bien entendu ce que tu as dit et voici ce que je décide. Et en tant qu'avocat et en tant que républicaine, je me plie parce que ce sont les règles du jeu. Maintenant, en tant que leader politique, je crois qu'il faut se souvenir que cette histoire commence en 2019, quand le candidat dont on parle annonce qu'il ne permettra pas. Vous étiez encore militante du MRC. Il ne permettra pas que le MRC participe à une mascarade d'élections locales, je crois que je le paraphrase, et qu'il sait que, en conséquence, le MRC ne pourra pas présenter de candidats aux élections présidentielles en 2025. Nous sommes en 2025, le MRC n'a pas pu présenter de candidat aux élections présidentielles. Mais c'est fait investir par un parti, comme beaucoup d'autres leaders l'ont fait, non? Je suis en train de parler du MRC. Tout à fait. En train de parler d'une personne. Oui. Donc, je dis, le président du MRC à l'époque a annoncé le MRC ne participera pas aux élections. Nous savons quelles sont les conséquences et nous savons notamment que le MRC ne pourra pas investir de candidats dans le contexte actuel aux élections présidentielles en 2025. Nous en prenons acte et nous acceptons de jouer cette conséquence de notre décision qui nous paraît être la bonne décision en notre âme et conscience. Donc, acte. En 2025, le MRC ne présentera pas de candidat. Ensuite, le leader politique en question se fait investir par un autre parti politique. Mais si on est sur le terrain politique, le leader politique en question savait dès 2020 qu'il y aurait des conséquences au boycott. Ceci sont les conséquences du boycott. Ceci est la conséquence du boycott, dont acte. Effectivement, si Maître Mélie, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, annonce qu'il s'agit d'une décision politique, il a peut-être raison. C'est lui qui suivait le dossier, pas moi. Mais en tant que leader politique, je dirais oui, c'est ce qui était prévu. Ok, on va revenir justement directement sur votre initiative, les bâtisseurs de la nation. Merci. Vous avez lancé ce projet depuis plusieurs mois aujourd'hui. Où en est-on? Parce qu'on a, même, oui, où en est-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons, je vais rappeler un petit peu
l'ambition de ce projet. Notre objectif est de réunir 10 000 volontaires sur l'étendue du territoire camerounais qui vont superviser le scrutin dans les bureaux de vote. Les volontaires sont des personnes qui supervisent le scrutin dans leur bureau de vote. D'accord ? L'idée, c'est d'avoir des rapports qui sont envoyés à une plateforme et une équipe centrale sur, premièrement, le bon déroulement du scrutin. Est-ce que les bureaux ouvrent à l'heure? Est-ce que tous les bulletins de vote sont disponibles? Est-ce que les gens peuvent voter tranquillement, c'est-à-dire sans subir de pression indue? Et puis, à la fin de la journée, le décompte. Quels sont, dans les bureaux de vote où nous sommes présents, les résultats tels qu'ils ont été annoncés par Elecam. Comment est-ce que nous avançons jusqu'ici? Plutôt bien. Nous avons touché avec d'autres organisations de la société civile. Je veux parler de X-Zafran, je veux parler de WCA, West Cameroon Association, dans la diaspora. Nous avons touché aujourd'hui 16 000 Camerounais. Vous recherchez 10 000 volontaires. Oui. Voilà, nous recherchions 10 000 volontaires. Nous avons touché à peu près, 16 000 volontaires. Il reste encore à inscrire tous ces volontaires sur la plateforme. Nous avons une plateforme qui est prête, qui est disponible, qui est à la fois une application, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des photos ou des scans des procès-verbaux sur l'application, mais une solution qui permet d'envoyer des rapports par SMS, parce qu'il y a des régions dans notre pays où on n'a pas accès à Internet et parce qu'il y a un risque que l'accès à Internet soit bloqué pour empêcher la transparence dans ce processus électoral. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Nous sommes présents dans absolument toutes les régions et je voudrais en profiter pour saluer les bâtisseurs de la nation de partout, avec une mention spéciale aux zones en proie à des conflits, nord-ouest, sud-ouest, extrême nord, et aux régions que l'on taxe injustement d'être acquises au statu quo et au maintien dans la situation actuelle de notre pays. Je pense au sud, à l'est, au centre. Nous sommes vraiment, vraiment très fiers d'être en mesure de dire que vous êtes des nôtres. Mais donc voilà comment est-ce que nous sommes, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. On a des représentants dans toutes les régions, on a des représentants maintenant dans quasiment tous les départements. Il faut qu'on refasse le point cette semaine. Nous commençons les formations cette semaine pour préparer les électeurs, enfin les observateurs, leur faire comprendre quel est leur rôle, quels sont leurs droits, comment est-ce que ça va se passer, et puis comment utiliser l'outil qu'ils vont devoir comment nourrir avec leurs informations afin que nous ayons des résultats au fur et à mesure qu'ils seront disponibles. Et ça se passe comment sur le terrain? Est-ce que vous allez vous déployer dans les bureaux de vote? J'imagine que ce sera ça, mais est-ce que, je sais pas, l'organe en charge des élections, Elecam, va vous donner l'autorisation? Vous comptez travailler en partenariat avec les partis politiques pour être des scrutateurs de plus, en plus de ceux des scrutateurs qui seront proposés par ces partis politiques-là? Je rappelle qu'il y a 36 000 bureaux de vote cette année, et vous parlez de 10 000 scrutateurs, c'est-à-dire 10 000 bâtisseurs de la nation, qui sont en quelque sorte des scrutateurs. Est-ce que vous n'avez pas peu ce nombre-là? Alors, je ne sais pas s'ils sont 36 000. J'ai du mal parce que nous avons du mal à obtenir les listes à jour. On était à 30 000 en fin novembre. J'ai du mal à voir comment on a pu arriver à 36 000 à la date d'aujourd'hui. Ce d'autant que si vous multipliez par 500, qui est le nombre maximum d'électeurs par bureau de vote, ça vous donne quelque chose comme 19 millions d'inscrits sur les listes électorales, alors qu'on n'en a que 8 officiellement avoués par Elecam. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas la méthodologie que nous utilisons, qui est une méthodologie mise au point par National Democratic Institute, qui est une organisation dont Monsieur Christopher Fourmignon, un de nos compatriotes, est un des cadres importants.
consiste à avoir des représentants ou des observateurs dans un nombre représentatif, dans un échantillon représentatif de bureaux de vote. Je vais me donner cet exemple. Quand on vous dit que la population du Cameroun est faite à 52% ou 51% de femmes, on n'a pas compté toutes les femmes du pays, hein, Tout à fait. sur les 30 millions. D'ailleurs, même quand on vous dit que aujourd'hui on est 30 millions, on n'a pas demandé à chaque personne de se tenir debout et puis on n'a pas compté. On prend un échantillon, on compte dans cet échantillon, fait l'évaluation dans cet échantillon et on utilise des méthodes de statistiques inférentielles pour faire une projection sur l'ensemble du territoire. Les méthodes de statistiques inférentielles sont donc des méthodes scientifiques qu'on utilise tous les jours pour analyser toutes sortes de données. C'est cette méthode-là que nous voulons utiliser pour déployer des observateurs sur toute l'étendue du territoire parce qu'il est important pour que les résultats soient fiables, que nous ayons 100% de retour. Dans la mesure où on nous cache les bureaux de vote, pour certains, dans la mesure où on les déplace pour d'autres. Dans les casernes, par exemple, oui. Je crois que le SDF a pu obtenir que certains bureaux de vote soient déplacés il y a quelques mois. Eh bien, peut-être qu'on a déplacé tous les bureaux de vote qui n'avaient pas à être dans des casernes militaires ou dans des chefferies, peut-être pas, on ne sait pas. En tout état de cause, il est un fait que nous n'avons pas la liste de tous les bureaux de vote et nous n'avons surtout pas la localisation de l'exhaustivité de tous les bureaux de vote sur le pays. Donc, avoir des personnes dans tous ces bureaux de vote peut être difficile. Ceci étant, s'il y a une chose qui ne manque dans aucun bureau de vote, ce sont des électeurs. Tant que vous avez un bureau de vote, vous avez des électeurs. Notre initiative repose sur la volonté agissante collective des électeurs. Et j'en profite pour répondre donc à votre question sur le partenariat avec les partis politiques. Beaucoup des bâtisseurs de la nation sont des militants de partis politiques. Tout à fait. De divers partis politiques. Nous avons plusieurs partis politiques qui sont représentés, et j'ai envie de dire, y compris le RDPC. Parce que c'est une initiative d'intérêt commun, d'intérêt général pour tous les Camerounais, et que même dans le RDPC, il y a des compatriotes qui ont envie de protéger la vérité cette année, qui ont envie de donner une chance à l'alternance, qui ont envie de donner une chance au sentiment d'appartenance nationale et qui veulent donc bâtir avec les autres Camerounais, même s'ils ne partagent pas avec ces autres Camerounais l'opinion sur l'orientation politique. Donc, on ne va pas, comment dirais-je, s'associer avec un parti politique ou avec un candidat en particulier parce que nous voulons préserver une position de neutralité et d'impartialité. Nous travaillerons en collaboration avec toutes les formations politiques et tous les militants de formations politiques qui le souhaitent. Mais nous allons, en revanche, travailler en collaboration, je l'ai dit tout à l'heure, avec un certain nombre d'organisations de la société civile. Et ce que nous allons annoncer le 13 octobre 2025, ce sera les résultats tels que nous les avons observés en tant que coalition d'organisations de la société civile. Je n'ai pas cité tout à l'heure, je voudrais le faire maintenant, les forces alternatives du changement. Donc, nous coalisons. Nous, la société civile, nous coalisions, nous mettons ensemble nos efforts. Et si nous sommes présents dans 10 à 15% des bureaux de vote, ou même dans moins, ça peut être 8%, mais que l'échantillon est qualitatif, nous pouvons produire des résultats avec une marge d'erreur de moins de 1%. Il faut savoir que c'est cette méthode qui a été utilisée l'année dernière au Sénégal et qui a permis de découvrir pour la première fois depuis de très nombreuses élections au Sénégal que quelqu'un avait gagné dès le premier tour. Ce n'est pas l'organisme officiel qui a annoncé les résultats dès le lendemain matin, c'est une organisation, une coalition d'organisations de la société civile comme celle que nous avve mise en place. Et qu'est-ce qui prouve qu'une fois le résultat annoncé, c'est-à-dire venant de votre organisme, de votre projet ou à votre initiative, que l'ECAM va prendre cela en compte?
le fait que les résultats Qu'est-ce qui garantit justement que ce sera crédible, vous voulez que je vos réponde résultats? ou vous voulez Effectivement, donner allez-y. votre propre opinion sur la Non, question? pas du tout. Okay. Donc, qu'est-ce qui le prouve? C'est que les résultats que nous allons publier sont les résultats d'Elecam. Ce ne sont pas les nôtres. D'accord? Les électeurs observent le dépouillement du scrutin. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Quand vous regardez le processus électoral, nous ne faisons pas d'élections parallèles. Nous observons les élections qui ont été organisées par Elecam. Les résultats qui sont publiés dans les bureaux de vote sont les résultats publiés par Elecam. Nous relayons donc l'information donnée par Elecam dans les bureaux de vote. Et s'il y a des contestations dans les bureaux? Et s'il y a des contestations dans le bureau? Eh bien, les contestations seront analysées conformément à la loi. Vous êtes en train de partir de l'a priori que Elecam voudra violer la loi. Moi, je ne partage Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Eh bien, donc, je n'ai pas besoin de dessiner des diables sur les murs. Je crois que les agents d'Elecam sont aussi patriotes que nous, peut-être même parfois plus. Et que ce qui a fait défaut jusqu'ici, c'est les Camerounais. Nous avons jusqu'ici délégué à d'autres et nous avons pris l'habitude de déléguer à l'autre la responsabilité de régler nos problèmes. Lorsque nous n'avons pas le leader que nous méritons, c'est nous qui en subissons les conséquences, personne d'autre. Hein, des jeunes Afrique, des Achille Mbembe, des X, des Y peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est nous qui subissons le Cameroun qui va mal aujourd'hui. C'est donc à nous de nous assurer qu'il aille mieux. Comment est-ce qu'on s'en assure? En saisissant l'opportunité du 12 octobre prochain. De manière pleine et entière. Premièrement, on va voter. Deuxièmement, on observe. Troisièmement, on contrôle le narratif. À partir du moment où nous pouvons, sur une base documentée, ce qui n'est jamais arrivé. Jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé qu'on puisse documenter les résultats que l'on publie en dehors de ce qui est publié 10 jours plus tard, 15 jours plus tard par Elecam. Cette fois-ci, nous aurons la preuve de ce qui est avancé. Nous, ensemble, les Camerounais, les votants, pourront défendre la vérité. Et à partir du moment où la vérité sera étalée sur la place publique, nous pensons que toutes les personnes raisonnables et patriotes se plieront au verdict des urnes. Y a-t-il eu un rapprochement entre vous et Abdourahmane Baba Amadou également, qui a une initiative un peu similaire Complètement, oui. à la vôtre? C'est grâce à monsieur Abdourahmane Baba que, par exemple, nous avons eu les chiffres de 30 000. On était à peu près à 30 260 à la fin de l'année dernière, ou même pas à la fin de l'année dernière, début avril. Les derniers chiffres qui avaient été annoncés, c'était 30 260 ou 262 bureaux de vote. Ça, c'est un chiffre que j'ai obtenu de monsieur Abdourahmane Baba. Oui, nous avons longuement échangé sur les possibilités de collaboration. La seule différence entre Abdourahmane Baba et son organisation, les hommes et les femmes d'honneur et les bâtisseurs de la nation, c'est que ils avaient pris l'option de soutenir un candidat, alors que nous disons que nous voulons les soutenir tous. Oui. Hein, dire à chacun que le meilleur gagne, mais soutenir les Camerounais, l'électeur camerounais. À partir du moment où nous sommes en phase avec monsieur Abdourahmane Baba ou avec n'importe quelle autre organisation que nous avons citée sur le fait que nous voulons défendre la vérité, nous pouvons travailler ensemble et c'est ce que nous faisons. Est-ce que vous croyez à une alternance à la tête de l'État en 2025, c'est-à-dire au lendemain du 12 octobre, au regard justement des forces de l'opposition qui vont à cette compétition? Oui, parce que ce n'est pas les forces de l'opposition qui font la différence, ce sont les Camerounais. C'est pour ça que nous nous sommes appesantis sur cet aspect-là, concentrés sur cet aspect-là. Ce qui fera la différence, messieurs, dames, c'est vous. C'est pas donc nous choisirons. Les élections passées l'ont montré. On a 10 candidats, 11 candidats, 8 candidats la dernière fois. Et bien sur les 8 candidats de la dernière fois, 80% des scrutins sont allés chez les 2 ou 3. Okay. Dans les élections précédentes, 2011, 2004, allez vérifier sur Internet. Mais c'est toujours le président sortant qui a remporté. Bien sûr, oui. Mais parce que le taux de participation était ridicule. L'opposition a créé... Excusez-moi. Le taux de participation était ridicule. Quand vous regardez, tricherie comprise, parce que nous avons démontré la tricherie en 2018. Hein. Quand vous regardez les résultats qui ont été publiés, les résultats officiels qui ont été retenus, on vous parle de 3 millions à 3 millions ou 3 millions et demi de personnes qui sont allées voter. Il y en avait 6 millions ou 6 millions et demi qui étaient inscrites. Ça veut dire que 3 millions de personnes, messieurs, dames, sont restées chez elles. Pourquoi vous êtes restés chez vous?
Vous changez ça, vous changez la donne. Il y a 3,5 millions de personnes ou 3 millions qui ne se sont pas prononcées contre le maintien du régime en place. Qu'est-ce que le régime fait? Il vous dit il y a 50% de taux de participation. Utilisez vos yeux dans les quartiers. Regardez la télé les jours de scrutin. Chaque centre de vote, c'est au moins 10 bureaux de vote. D'accord? Chaque bureau de vote, c'est au moins 250 personnes. Multiplié par 10, ça fait 2500 dans votre voisinage. Quand 2500 personnes se présentent dans une école, vous voyez, ça se voit, non? Quand même. Hein? Ou 1000. Ça se voit. Les bureaux de vote sont vides. Ou presque vides. Vous avez quelques dizaines de personnes qui arrivent là toutes les heures. Si vous faites le point, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas atteint dans les bureaux de vote qui se trouvent à Akwa, pour prendre la ville de Douala, ou à Daïdo, etc. Vous avez même peut-être pas dépassé les 1000 personnes. Et on vient vous dire plus tard qu'il y a 2000 personnes qui se sont prononcées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre abstention a été utilisée pour gonfler artificiellement le taux de participation et donc que les voix que vous n'avez pas exprimées ont été exprimées à votre place en faveur de quelqu'un que vous n'auriez pas voté si vous vous étiez déplacé. C'est ça qu'il faut changer cette année. À partir du moment où nous aurons 6 millions, 7 millions, 7 millions et demi, 8 millions de personnes qui se déplaceront, vous verrez que la vérité triomphera parce que surtout si nous contrôlons le narratif comme nous allons le faire et nous pouvons produire les résultats dès le lendemain, ils ne pourront pas retravailler les chiffres sur des tableaux Excel comme nous avons vu qu'ils le font pour vous donner des résultats différents. À ce moment-là, quand vous avez 80% de taux de participation, vous bourrez les urnes, vous dépassez 100% de taux de participation. C'est pas possible. D'accord? Donc, la solution, et c'est ce qui s'est passé, je vous prends l'exemple de la Gambie, par exemple. C'est comme ça que Yahya Jammeh est parti du pouvoir. Une organisation de la société civile a organisé le suivi du processus électoral et le suivi du décompte circonscription par circonscription en parallèle avec l'organe officiel qui n'était pas indépendant, et la vérité a triomphé. Il en sera au Cameroun comme il a été ailleurs. La vérité triomphera si vous faites votre part. Si après cette élection, malgré vos publications, les chiffres que vous avez publiés à la fin, le Conseil constitutionnel déclare plutôt le candidat, c'est-à-dire un autre candidat qui n'est pas celui que vous avez sur votre, en fait, que vous avez comptabilisé à l'issue justement des différents procès-verbaux reçus par le public par l'ECAM. Vous direz quoi? Votre question est gênante. Vous savez pourquoi? Non, pas du tout. Parce que vous faites de ce débat un débat entre moi, le leader politique, et un autre leader politique. Et je trouve ça extrêmement dommage. Non, pas du tout, hein, non, pas du tout. Si. Vous me posez une question, vous allez choisir la question, je vais choisir la réponse. Il ne s'agit pas de ce que je vais dire. Il ne s'agit pas de ce que les bâtisseurs vont dire. Il s'agit de ce que les électeurs camerounais, les citoyens camerounais vont faire en réaction au comment dirais-je, hold-up, pour reprendre une expression d'une époque que je garde en mémoire avec fierté et tendresse, au hold-up de leur voix. Les Camerounais se seront exprimés ce jour-là. Les Camerounais sauront vers qui s'est porté leur choix ce jour-là. Tout à fait. Resteront-ils sans réagir? D'abord, premier pari, est-ce que les autres Camerounais, ceux qui auront constaté comme nous ce que les Camerounais ont décidé, auront envie de travestir ce résultat? Je ne sais pas pourquoi vous dites oui. Moi, je dis non. Non, je n'ai pas dit oui. Mais donc, je n'ai pas à me demander comment est-ce que le Conseil constitutionnel va réagir, parce que je considère qu'à ce moment-là, le Conseil constitutionnel va dire, comme nous tous, la vérité. Va dire la vérité, oui. Merci. Deuxièmement, en admettant que le Conseil constitutionnel, pour une raison qu'on ignore, décide de suivre, parce qu'on blâme le Conseil constitutionnel. Vous dites, le Conseil constitutionnel publie d'autres résultats. Ça, vous insinuez que devant des preuves que les résultats qui lui ont été soumis n'étaient pas bons, et des preuves des résultats qui étaient bons, le Conseil constitutionnel a choisi les mauvais. C'est pas ce qui s'est passé. Oui, nous avons prouvé devant le Conseil constitutionnel que les résultats qu'on lui a soumis ne correspondaient pas à la réalité. Mais nous n'avons pas prouvé quelle était la réalité. Eh bien,
la leçon que nous avons tirée en tant que acteurs de la vie politique de ce pays, c'est que la prochaine fois, il faut venir avec la vérité. Quand vous aurez la vérité, que vous la présenterez au même Conseil constitutionnel, vous verrez qu'il s'alignera. Ce qui a manqué en 2018. Évidemment, et dans toutes les autres élections précédentes. Il s'est aligné sur les preuves qu'on lui a soumises. Et c'est comme ça qu'un Conseil constitutionnel doit agir. Nous sommes déçus parce qu'il aurait dû demander qu'on reprocède au décompte. Et c'est ça qu'on lui avait demandé. Demander que l'on refasse le décompte parce que ces résultats-là ne correspondent pas à la réalité. C'est regrettable qu'il ne l'ait pas fait, soit. C'est fait. On est 7 ans plus tard. Et vous ne voulez plus retomber dans le même piège, oui. Aujourd'hui, nous devons être en mesure de contrôler ce narratif. Au moment où les résultats vont arriver devant le Conseil constitutionnel, nous aurons publié et le monde saura quels sont les vrais résultats depuis au moins 10 jours. Quel est le Conseil constitutionnel? Quelle est l'organisation ELECAM qui va oser travestir les résultats à ce moment-là? On verra. Et nous aurons ainsi armé tous les Camerounais pour défendre la vérité comme nous savons qu'ils savent le faire. Hein? Ça ne sera absolument pas une affaire où la majorité des Camerounais vont rester spectateurs pendant que quelques acteurs se disputent. Ceci n'est pas une compétition ou un affrontement entre les représentants du Conseil constitutionnel et quelques acteurs politiques. Ceci est l'histoire de la construction de notre nation et je prétends que chacun de nous va y prendre sa part. Vous avez parlé de coalition justement autour de ce projet, de cette initiative qui est d'ailleurs salutaire. Est-ce que les leaders de partis politiques également, est-ce que vous êtes favorable à ce que ces leaders-là coalisent également pour désigner peut-être forcément pas un candidat unique, parce que forcément, ça ne peut pas arriver qu'il y ait un seul candidat unique de l'opposition, mais qui est quand même des composantes assez représentatives de cette opposition, de cette force de l'opposition-là, pour affronter le candidat sortant? Je suis pour la maxime selon laquelle l'union fait la force, de toute évidence. Mais vous savez, tous les candidats aux élections présidentielles le sont. Il n'y a pas un seul candidat, si quand même peut-être un, qui a dit que lui, il pense qu'il est plus fort tout seul que quand plusieurs candidats s'unissent. Le sujet, pour moi, cependant, n'est pas là. Il ne s'agit pas de savoir si ils vont s'unir pour présenter un candidat unique ou pas. Il s'agit de savoir ce que nous voulons comme candidat. C'est qui notre champion? C'est ça qui est important. Parce qu'il peut se faire, monsieur, qu'ils s'unissent et qu'ils s'unissent derrière un candidat qui ne nous convient pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Nous avons le choix. Choisissons. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on choisisse. Nous avons toujours su choisir. Alors, chacun doit choisir. Je m'insurge contre cette manière que nous avons de dicter leur conduite à des leaders politiques. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du 400 mètres haies tout à l'heure. Je suis contre le fait qu'on impose à certains coureurs de renoncer à la compétition en disant oui, mais quand je regarde tes statistiques, tu es moins bon que les autres, c'est pas la peine d'essayer. Ce n'est pas comme ça qu'une compétition aussi importante que celle-là, confier 7 ans de notre destinée commune à quelqu'un, doit être menée. Ceci étant, si eux-mêmes, conscients de leurs forces, de leurs atouts et de leurs faiblesses, disent nous voulons réunir nos forces pour peser en faveur du changement, nous en serons ravis. Ça permettra à une majorité plus nette de se dégager. Mais d'abord, il faut le dire et le redire. Dans cette compétition, tout le monde part à armes égales. Ceux qui étaient déjà en fonction, ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui étaient déjà en fonction doivent peuvent s'appuyer sur leur bilan. Si le bilan est catastrophique, le bilan doit être utilisé contre eux. D'accord? Tous ceux qui ont déjà eu des fonctions électives doivent être jugés en fonction de ce qu'ils ont apporté au Cameroun dans le cadre de ces fonctions électives. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et on se rend compte sur cette base très vite que si on regarde chaque candidat, que l'on regarde ce qu'il a déjà réalisé
avec les responsabilités qui ont pu être les siennes, parce que on demande que les gens aient 35 ans et plus. Ça veut dire que ils doivent être responsables. Qu'ils aient été responsables d'une commune, d'une entreprise, d'une circonscription électorale ou autre, ils ont été responsables quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont réussi qui nous permettent de dire, si on leur confie cette autre responsabilité encore plus grande, ils vont probablement réussir. Ce sont des personnes qui nous ont montré de quoi elles étaient capables. C'est ça qui est important. Merci infiniment, Maître Michel Noquillon. On va sortir de cet entretien. Peut-être un dernier message à l'endroit des Camerounais qui iront aux urnes le 12 octobre prochain. Vous qui avez mis sur pied votre initiative, les bâtisseurs de la nation, vous allez en profiter pour leur délivrer un message avant cette élection. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire. Le numéro WhatsApp pour rejoindre les bâtisseurs de la nation, plus 44 77 68 83 61 87. Je répète, plus 44 77 68 83 61 87. Une dernière fois, plus 44 77 68 83 61 87. Nous pouvons faire en sorte que ça marche. Nous pouvons faire en sorte de ne plus continuer de féliciter les autres pour les changements et les progrès dont ils sont les acteurs et les témoins dans leurs pays respectifs. Cette année, c'est notre tour. Saisissons notre chance. Merci infiniment, Maître Michel Noquillon. Je rappelle, vous êtes avocate au barreau du Cameroun et vous êtes femme politique. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci pour cette invitation encore une fois. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre sortie de votre émission Le Talk sur Éco 237. Merci de nous avoir regardés. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter, à partager nos publications et surtout passer l'information à ceux qui ne sont pas encore au courant. On se retrouve très prochainement avec un autre invité. À très bientôt.